À 3h17, heure locale du Golfe Persique, le centre de commandement des opérations de l'USS Abraham Lincoln enregistra un événement inédit pour ses opérateurs en situation de combat réel. 17 tirs simultanés, Cap 027, provenant des côtes iraniennes près de Bandar Abbas. Il s'agissait d'une salve coordonnée et multivectorielle de missiles de croisière anti-navires Nior, de roquettes balistiques Sejil-2 et de drones kamikazes Shahed 136, tous lancés en l'espace de 90 secondes. Le radar de défense aérienne et antimissile AN-6 du Lincoln effectua un verrouillage instantané. Les intercepteurs SM-6 décollèrent en trombe des lanceurs verticaux avant. La marine des gardiens de la révolution iranienne venait de mener à bien son exercice de coordination de tir simultané le plus complexe depuis le début de la guerre le 28 février. Sauf que cette fois, il ne s'agissait pas d'un exercice. Nous sommes au 27e jour de la guerre contre l'Iran de 2026, un conflit qui a débuté le 28 février avec le lancement par les États-Unis et Israël de l'opération épique Fury. Cette opération visait des installations militaires, des sites nucléaires et des dirigeants iraniens et a entraîné la mort du guide suprême Ali Khamenei. Près de 4 semaines plus tard, ce qui avait commencé comme une campagne aérienne conjointe s'est transformé en le plus important déploiement de forces terrestres dans la région depuis la guerre d'Irak. Je vais vous démontrer précisément pourquoi les calculs relatifs à ce que Washington construit dans le Golfe Persique ne mènent pas à la victoire. Ils mènent à quelque chose de bien plus dangereux, un piège stratégique à 25 km des côtes iraniennes sur une île corallienne de la taille d'un tiers de Manhattan. Et 8000 Américains reçoivent de l'ordre de le déclencher. Commençons par ce que nous savons avec précision. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln est opérationnel dans la zone de combat. L'USS Tripoli, navire d'assaut amphibie de classe America basé à Sasebo, aux côtés de l'USS New Orleans, transporte des milliers de Marines de la 11e unité expéditionnaire des Marines. Un contingent d'environ 2000 soldats de la force de réaction immédiate de la 92e division aéroportée, basée à Fort Bragg, Caroline du Nord, constitue le dernier renfort en date. Ensemble, ces éléments pourraient amener entre 6000 et 8000 soldats américains au sol à proximité de l'Iran. Comprenez bien ceci, la 82e division aéroportée n'est pas une garnison de maintien de la paix. On n'active pas la force de réaction immédiate, IRF, une division conçue pour être déployée partout sur Terre en moins de 18 heures et mener des assauts aéroportés en force pour rester sur un navire et manger des rations de combat. L'IRF a un seul objectif opérationnel, pénétrer dans un espace aérien contesté, s'emparer d'une piste d'atterrissage ou d'un point de passage stratégique sous le feu ennemi, établir un périmètre défensif et le tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est toute sa doctrine. C'est la seule raison de son existence. Ainsi, lorsque le Pentagone affirme que ce déploiement offre une flexibilité opérationnelle accrue, ce qu'il dit en réalité, dans le langage de la doctrine militaire, c'est ceci. Quelqu'un a un plan pour débarquer des troupes sur un terrain actuellement défendu par une force hostile. Ce terrain s'appelle l'île de Karg. L'île de Karg est un îlot corallien d'une superficie équivalente à un tiers de celle de Manhattan, situé à seulement 25 km, 15 miles, des côtes iraniennes dans le golfe Persique. Elle assure environ 90% de la capacité d'exportation de pétrole restante de l'Iran. En théorie, sa prise permettrait aux États-Unis d'asphyxier l'économie de guerre iranienne et de s'en servir comme moyen de pression pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz, voie maritime étroite, par laquelle transite environ 1/5 de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole et 1/4 du commerce mondial de pétrole par voie maritime. Le plan d'assaut combiné décrit est d'une conception classique. Des F-35C de supériorité aérienne, embarqués sur le porte-avions Lincoln, neutralisent les batteries de défense côtière iraniennes. Des Su-18G Growler du Carrier Air Wing 9 effectuent une suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD, à l'aide de missiles AGM-88E ARGM ciblant les batteries de missiles solaires Thor M1 et HQ-9 que l'Iran a repositionnés le long des corridors de Boucher et Bandar Imam. Ensuite, des éclaireurs de la 82e division aéroportée procédant à une insertion en parachute à l'eau sur la piste d'atterrissage de l'île de Karg. De nuit, ils balisent la piste avec des balises radar AN/PPN-25. Des C-17 Globemaster suivent dans l'obscurité, déposant le gros des troupes aéroportées. Simultanément, des unités expéditionnaires de Marines embarquées sur les USS Tripoli et USS Boxer lancent un assaut amphibie depuis la mer. Sur le papier, c'est un chef-d'œuvre d'armement combiné. Maintenant, calculons à quoi ressemblera réellement l'île de Karg au moment où les tirs commenceront. 25 km. C'est la distance qui sépare l'île de Karg du continent iranien.
Cette distance est à portée de tous les systèmes anti-navires de l'arsenal de défense côtière des gardiens de la Révolution. Le missile de croisière anti-navire Nour, dérivé iranien du C-802 chinois, a une portée de 170 km. Le Qader, quant à lui, atteint 200 km. Le Kalish Fars, missile balistique anti-navire iranien, une arme spécifiquement conçue pour neutraliser les groupes aéronavals, possède une portée de 300 km et une vitesse terminale de Mach 3,5. Son guidage électro-optique est indépendant du GPS et insensible au brouillage par les systèmes de guerre électronique classiques. Chacun de ces systèmes peut atteindre Karg depuis les côtes iraniennes. Absolument tous. Et ils sont déjà en position. CNN a confirmé que l'Iran se prépare activement à une attaque américaine contre l'île de Karg, notamment en tendant des pièges en cas d'invasion terrestre. Quand les analystes militaires emploient le terme « piège », ils ne plaisantent pas. Une force aéroportée débarquant sur l'île de Karg ne peut être renforcée assez rapidement si l'Iran déploie l'intégralité de son dispositif de défense côtière. Une évacuation sous le feu ennemi entraînerait des pertes catastrophiques. Chaque avion de ravitaillement, chaque héliport, chaque embarcation de débarquement de Marines, tous doivent traverser des étendues d'eau ou un espace aérien à basse altitude que l'Iran prépare depuis 40 ans à contrer grâce à des armes de déni d'accès conçues précisément pour ce type de configuration. La 82e division aéroportée compte parmi les meilleures unités d'infanterie légère de l'histoire militaire. Rien de tout cela ne change la portée d'un missile balistique anti-navire Kalish Fars. Rien de tout cela ne change la profondeur du réseau de tunnels des gardiens de la Révolution sous le périmètre de Karg. Un réseau que les ingénieurs iraniens ont renforcé précisément pour ce genre de scénario. Rien de tout cela ne change le sort réservé aux parachutistes déployés sur une île corallienne plate et sans abri lorsque l'artillerie de roquettes iranienne ouvre le feu à 25 km de distance avec des roquettes lourdes non guidées Zelzal 2. Capable de saturer un rayon de 500 mètres par salve. À compter du 4 mars 2026, les forces iraniennes ont déclaré le détroit d'Ormuz fermé, menaçant et attaquant les navires qui tentèrent de le franchir. Le trafic de pétroliers a chuté d'environ 70% dans un premier temps, puis est devenu quasiment nul. Plus de 150 navires ont mouillé à l'extérieur du détroit, plus de 3000 navires se sont retrouvés bloqués dans la région. Le volume de pétrole transitant par le canal d'Ormuz ne représente plus qu'une fraction de celui d'avant-guerre, et Trump a temporairement levé les sanctions sur une partie du pétrole iranien afin d'atténuer l'une des pires perturbations jamais connues par le marché pétrolier mondial. L'Iran est considéré comme ayant la capacité, grâce à des mines, des vedettes rapides, des sous-marins, des missiles de croisière côtiers et des avions, de perturber le trafic maritime commercial à destination et en provenance du golfe Persique. Ce n'est pas tout. L'Iran n'a pas seulement évalué cette capacité, il l'a mise en pratique. À la mi-mars, 21 attaques confirmées contre des navires marchands avaient été recensées. Voici un point essentiel à comprendre concernant le détroit d'Ormuz que Washington omet de mentionner lors de ses conférences de presse. Son déminage ne relève pas de la seule puissance aérienne. Les F-A-18 et les F-35C peuvent détruire les batteries côtières iraniennes. Ils peuvent neutraliser les essaims de vedettes rapides grâce à leurs torpilles légères MK-54 Mode 1 et leurs missiles air-sol AGM-65 Maverick. En revanche, ils sont incapables de déminer un champ de mines, ce qu'aucune campagne aérienne n'a jamais réussi à faire. L'Iran a eu 40 ans pour prépositionner des mines antipersonnelles Sadaf et EM-52 le long du chenal navigable de 54 km de large du détroit. Les opérations de déminage nécessitent des hélicoptères MH-53E Sea Dragon et des chasseurs de mines de classe Avenger évoluant à 6 nœuds pendant des semaines à portée de missiles iraniens. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force aérienne mais d'un travail de déminage lent et patient mené sous une menace constante. Et l'Iran le sait, chaque jour d'intervention des chasseurs de mines, l'Iran peut réensemencer le chenal. Le détroit d'Ormuz n'est pas un problème que la 82e division aéroportée peut résoudre. Ce n'est pas un problème que 2 groupes aéronavals peuvent résoudre. Et ce n'est certainement pas un problème que 8000 soldats stationnés sur l'île de Karg peuvent résoudre. Car Karg n'est pas le détroit d'Ormuz. Karg se situe à 150 km au nord du point de passage stratégique du détroit. La prise de Karg n'ouvre pas le détroit d'Ormuz. Elle offre seulement à l'Iran une nouvelle cible pour des bombardements massifs tant que les mines restent en place. L'Iran a établi son propre chenal de navigation au nord de l'île de Larak, au lieu du chenal principal situé au sud de l'île. La Chine bénéficie d'un passage préférentiel, des navires chinois sont autorisés à passer sans encombre, tandis que l'Iran a déclaré le détroit fermé aux États-Unis, à Israël et à leurs alliés. Un navire aurait payé 2 millions de dollars pour emprunter le chenal iranien.
Ce n'était pas un hasard, c'est une stratégie. La Chine achète du pétrole iranien via le détroit d'Ormuz, en proie à la guerre, tout en privant les États-Unis du corridor maritime indispensable à leurs opérations dans le Golfe. Pékin ne tire aucun missile. Elle ne déploie aucun navire de guerre en situation de combat. Elle se contente d'être le pilier économique de l'Iran, bénéficiant ainsi de l'influence que confère le fait d'être le seul pays capable de sortir de cette crise en préservant à la fois le soutien de l'Iran et sa position stratégique dans le Golfe. Les forces alliées, notamment les Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force, sont stationnées sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, et les F-15E Strike Eagle ont été redéployés de la base de Lakenheath à celle de Mouwafaq Salti en Jordanie. Les Britanniques sont présents sur le théâtre d'opération. Les Français disposent de Rafale F4. Mais la contribution européenne, aussi importante soit-elle en matière de guerre électronique et de soutien ISR, ne résout pas le problème fondamental des effectifs. Les attaques iraniennes n'ont épargné aucun pays du Golfe. Durant les 4 premiers jours du conflit, les Émirats arabes unis ont subi le plus grand nombre de frappes, interceptées ou réussies, suivies du Koweït et de Bahreïn, tous deux abritant des bases américaines. Bahreïn a déploré des dégâts dans sa capitale, à l'aéroport et près des installations de la 5e flotte américaine. L'Arabie saoudite a également été visée. Le Qatar et Oman ont été touchés malgré leurs relations diplomatiques étroites avec Téhéran. Une source militaire iranienne a averti que Téhéran pourrait ouvrir de nouveaux fronts stratégiques, notamment autour du détroit de Bab el-Mandeb, si les États-Unis entreprennent des actions militaires contre les îles iraniennes, menaçant spécifiquement d'utiliser Bab el-Mandeb comme un second point de passage stratégique, coupant potentiellement la route de la mer Rouge simultanément à celle d'Ormuz. Faisons le calcul. Si l'Iran ouvre le détroit de Bab el-Mandeb aux Houthis, tout en maintenant le blocus d'Ormuz, les États-Unis perdent non pas une, mais les 2 voies maritimes essentielles reliant la logistique européenne au théâtre du Golfe. Le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln serait alors dépendant d'une chaîne d'approvisionnement contournant le cap de Bonne-Espérance, ce qui rallongerait de plusieurs semaines chaque cycle de ravitaillement. Carburant, munitions intelligentes, kits de bombes à guidage de précision, conteneurs de rechargement pour missiles Tomahawk. Tout cela devrait être acheminé sur 14 000 milles nautiques supplémentaires. 8 000 soldats, 2 points de passage stratégiques. Aucune ligne de ravitaillement terrestre sécurisée. Voilà les chiffres que Washington ne montre pas à la télévision. Trump a tour à tour déclaré qu'il ne prévoyait pas d'envoyer de troupes au sol, tout en affirmant qu'il ne l'excluait pas. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a livré aux journalistes la déclaration qui résume le mieux la logique de cette guerre. Nous négocions avec des bombes. Ce n'est pas le langage d'une campagne de frappe limitée. C'est le langage d'une administration qui a déjà décidé que l'objectif final est la chute du régime, et non la négociation, et qui utilise un langage diplomatique pour gérer le calendrier politique intérieur jusqu'à ce que les effectifs nécessaires soient réunis pour une action concrète. Voici comment fonctionne l'escalade, non pas par une déclaration fracassante, mais par étapes, chacune rendue opérationnellement nécessaire par la précédente. 3000 parachutistes constituent l'élément avancé qui justifie le déploiement de 10 000 hommes pour la protection des forces. Ces 10 000 hommes créent une infrastructure logistique qui requiert 30 000 hommes pour sa défense. Ces 30 000 hommes mobilisent des ressources au détriment de l'EUCOM et de l'Indo-PACOM, affaiblissant simultanément le flanc est de l'OTAN et la dissuasion dans le détroit de Taïwan, ce qui représente précisément l'aubaine stratégique que la Chine et la Russie attendaient. Les États-Unis utilisent désormais des hélicoptères Apache et des avions A-10 Warthog pour mener des attaques, signe évident que l'armée estime que la menace iranienne a été considérablement réduite. C'est du moins la version officielle. La réalité opérationnelle est tout autre. Déployer des A-10 Warthog, avions d'appui aérien rapprochés subsoniques, capables d'atteindre un plafond opérationnel de 13 700 mètres et une vitesse de croisière de 560 km/h, dans une zone où l'Iran dispose encore de missiles solaires, longue portée Bavar 373 opérationnels et de systèmes de défense aérienne portables, Manpads, distribués aux unités terrestres des gardiens de la révolution iranien, n'est pas un signe de supériorité. C'est plutôt le signe qu'au sein du CENTCOM, on a jugé que la menace aérienne était suffisamment réduite pour justifier un tel risque. Or, suffisamment réduite pour justifier un tel risque et éliminée ne sont pas synonymes.
Le commandement central américain a déclaré avoir frappé 8000 cibles iraniennes depuis le début de la guerre. L'Iran disposait, avant-guerre, d'un arsenal de plus de 3000 missiles balistiques, d'un vaste réseau de tunnels souterrains fortifiés de plus de 500 km, selon les services de renseignement américains, dans la chaîne de montagnes du Zagros, et de 580 000 militaires d'actifs déployés sur son propre territoire, avec ses propres lignes d'approvisionnement, dans un terrain si accidenté que Fallujah paraîtrait presque désert. 8000 cibles atteintes, 3000 missiles restants, 500 km de tunnels, 540 000 défenseurs. Faites le calcul. Retour à 3h17 au centre de commandement des opérations du Golfe Persique. Les intercepteurs SM-6 neutralisent 11 des 17 cibles entrantes. 3 drones Shahed 136 sont détruits par le système Phalanx CIES à 700 mètres. 2 missiles de croisière Nour sont neutralisés par des leurres et le système de guerre électronique AN-ISLQ-32. Un missile Qader percute le pont d'envol de l'USS Lincoln au niveau du gabarit 145 à l'avant de l'île. L'ogive explose partiellement. 4 techniciens en armement aéronautique sont tués sur le coup. 11 autres sont blessés. 3 FA-18 et Super Hornet sont détruits. Le pont d'envol est hors service pendant 72 heures. Le porte-avions n'a pas coulé. Le porte-avions est endommagé. Mais voici ce qui importe. L'Iran vient de démontrer qu'avec 17 vecteurs simultanés, il peut réussir une pénétration du système de défense aérienne multicouche d'un groupe aéronaval. 1 sur 17. Cela représente un taux de pénétration de 5,9% face au système de défense aérienne navale le plus sophistiqué jamais conçu. Multipliez maintenant ce chiffre par le nombre de sorties nécessaires pour soutenir l'île de Karg. Multipliez-le par le nombre de convois de ravitaillement qui traverse 25 km d'eau, contestés toutes les 48 heures. Multipliez-le par le nombre de semaines d'opérations de déminage dans le détroit. Chaque jour où l'opération se poursuit, l'Iran refait ce calcul de probabilité. Et les stocks de missiles iraniens, malgré 8000 cibles atteintes, n'ont pas été réduits à néant. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme alerte sur le fait que les attaques américaines et israéliennes touchent des habitations, des hôpitaux, des écoles et des sites culturels en Iran. L'ONU estime par ailleurs que la guerre a déjà engendré des pertes économiques d'environ 63 milliards de dollars dans le monde arabe. Selon un récent sondage du Pew Research Center, 59% des Américains estiment désormais que les États-Unis ont commis une erreur en recourant à la force militaire contre l'Iran, tandis que seulement 25% jugent l'opération militaire extrêmement ou très positive. Le temps presse sur le plan politique intérieur. Les calculs stratégiques restent incertains. Les parachutistes préparent leur équipement à forte liberté. Voici le calcul final. La dernière fois que l'Amérique a tenté d'occuper un pays de taille et de résistance culturelle comparable, l'Irak, qui compte un tiers de la population de l'Iran et aucun de ses reliefs montagneux, il a fallu 170 000 soldats au plus fort de l'offensive. Cela a coûté 2000 milliards de dollars, a coûté la vie à 4500 Américains et n'a produit aucun résultat stratégique stable après 8 ans. L'Iran compte 3 fois et demi la population de l'Irak. Son territoire est nettement plus facile à défendre. Son armée a consacré 20 ans à étudier la doctrine américaine employée en Irak afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. Enfin, sa profondeur stratégique, les réseaux de tunnels, l'arsenal de missiles répartis, la structure de commandement décentralisée des gardiens de la Révolution a été spécifiquement conçue pour résister à une campagne aérienne américaine. Un analyste de la défense a décrit le déploiement actuel comme un moyen de pression coercitif plutôt qu'une décision de guerre, avertissant qu'à mesure que les effectifs augmentent, en particulier s'ils s'étendent au-delà des unités de réaction rapide pour inclure des formations plus lourdes et soutenues, la dynamique politique et opérationnelle devient plus difficile à inverser. Plus difficile à inverser. Voilà en langage académique ce que signifie, une fois qu'on y est entré, on ne peut plus en sortir sans que cela ressemble à une défaite. 8000 soldats sur l'île de Karg apportaient de l'artillerie continentale iranienne au bout d'une ligne d'approvisionnement maritime que l'Iran mine activement dans une guerre où le secrétaire à la défense affirme que l'outil de négociation est la bombe, avec une opinion publique intérieure qui s'est déjà retournée contre la guerre, tandis que la Chine contrôle l'économie pétrolière iranienne via un détroit en proie à la guerre et que Moscou observe le flanc oriental de l'OTAN. S'affaiblir, ce n'est pas une démonstration de force, c'est un piège. Et la 82e division aéroportée, la meilleure force de déploiement rapide qu'un pays ait jamais produite, reçoit l'ordre d'y entrer. Faites le calcul. Cela contraindra-t-il l'Amérique à s'engager dans une guerre terrestre que le Pentagone prétend ne pas vouloir? L'île de Karg deviendra-t-elle le prochain Khesan américain, une forteresse assiégée, trop coûteuse à défendre, trop politiquement explosive à abandonner? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de voir ces chiffres
avant qu'ils ne deviennent des noms sur un mur commémoratif.